Questions israélo-palestiniennes, clés de compréhension, un programme d'information pour mieux connaître et comprendre la situation au Proche-Orient. Bienvenue à Clés de compréhension, module d'entretien d'experts sur les questions israéliennes et palestiniennes, conçu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec deux partenaires, la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique et la Fondation Jean Jaurès. Une série d'entretiens avec des historiens, des sociologues, des géopolitologues pour nous éclairer sur une région et dans une période où il y a beaucoup de confusion, trop d'approximations, des erreurs aussi, beaucoup d'ignorance surtout. Et on sait que l'ignorance est le marchepied de beaucoup de manipulations, en tout cas de tentatives de désinformation. Donc pour nous éclairer et prendre du recul, notamment historique, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Jean-Claude Lescure. Bonjour, merci beaucoup d'être présent. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'université à l'université de Cergy-Pontoise en région parisienne. Vous avez publié plusieurs ouvrages de référence, dont celui-ci, Le conflit israélo-palestinien en 100 questions. Alors je ne vais pas vous poser 100 questions, mais quelques questions clés pour la compréhension de ce sujet, en remontant dans un premier temps à la période antérieure à la création de l'État d'Israël, qui est en 1948, comme on le sait, et du point de vue géographique. Que représentait à la fois à la fin de l'Empire ottoman et pendant le mandat britannique ce qu'on a appelé la Palestine? Est-ce que ça recouvrait l'actuel État d'Israël? Alors la Palestine de l'époque, c'est un territoire qui va de la mer au Jourdain d'un côté et qui va du lac de Tibériade vers la partie sud de la mer Rouge. Donc on est sur un territoire qui est en fait une province administrative de l'Empire ottoman, comme le Liban est une province administrative de l'Empire ottoman. En gros, recouvre l'actuel Israël avec les territoires palestiniens? Pour l'essentiel, jusqu'au Jourdain. Oui, c'est pour l'essentiel, c'est cela. Et ce qui est intéressant, c'est la terminologie. Le mot Palestine, c'est un terme inventé par les Romains en 132, lorsqu'ils ont écrasé les dernières révoltes juives, lorsque l'empereur Hadrien voulait mettre là où était le temple juif sacro-saint, temple à Jérusalem, eh bien, où il a voulu mettre une statue impériale, puisque le culte de l'empereur, c'était le ciment à proprement parler. Et du même coup, il enlève le nom de Jérusalem, et les territoires classiques dont aujourd'hui les noms sont revenus, la Galilée, la Samarie, etc., disparaissent de la carte administrative romaine, et en 132 est inventée, à proprement parler, la Palestine, et du coup les Palestiniens. Mais les Palestiniens de 132, c'est beaucoup de Juifs, bien évidemment. Hein. Oui, et donc cette terminologie héritée de l'Empire romain a été perpétuée dans la dénomination, sous l'Empire ottoman compris, et sous mandat britannique. À la fin de l'Empire ottoman, tout au long de ce début du XXe siècle, quelle était la cohabitation entre les populations arabes et les populations juives présentes sur ce territoire déjà depuis longtemps? On a un point de bascule, bien évidemment, avec ce que représente la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, et le partage de l'Empire ottoman qui va suivre entre les puissances européennes. Mais avant 1914, où en sommes-nous? Eh bien, la région de Palestine, c'est une région périphérique de l'Empire ottoman, une région un peu secondaire. Hein. Les éléments importants, c'est la Turquie, c'est la zone européenne où il y a des conflits qui se déroulent, et puis c'est bien évidemment les parties sud, là où il y a le pèlerinage vers la Mecque, vers Médine. On est aux confins de l'Empire ottoman, mais c'est la mission numéro 1 de l'Empire ottoman que de garantir une qualité des pèlerinages qui puissent se faire. Ces pèlerinages se faisaient dans un climat plutôt pacifique? Oui, plutôt pacifique, et puis dans un climat aussi de modernisation, parce que c'est le moment où on va construire, et ça a une importance pour Jérusalem, la voie ferrée qui va aller de Damas vers Médine, et qui doit permettre d'éviter d'utiliser les chameaux et les caravansérails dans lesquels étaient hébergés les pèlerins. Donc une zone un petit peu périphérique, le Jérusalem est un lieu saint, bien évidemment, mais c'est un lieu saint pour les chrétiens, pour les catholiques. Vous avez des pèlerinages qui se font, Chateaubriand, hein, au début du 19e siècle, il va, on parle. C'est un lieu saint
très secondaire pour les musulmans de la période. Ils ont Médine et la Mecque qui l'importent. Et puis, c'est un lieu tout à fait singulier, bien évidemment, pour le judaïsme, avec une situation tout à fait particulière, puisque les Juifs, depuis 132, sont d'interdit de résidence dans ces territoires. Ils sont tolérés par tolérance. Il y a une tolérance et une ouverture pour les grandes fêtes religieuses juives, avec toujours une petite présence résiduelle de Juifs à Jérusalem qui ont été tolérés. Mais l'essentiel des Juifs dans les années 1900 qui vivent dans ce territoire de Palestine sont à Safed, près du lac de Tibériade, mais ils ne sont pas directement à Jérusalem. En fait, ce qui change beaucoup, c'est cette adaptation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est le sionisme, avec les écrits de Herzl, qui va appliquer au peuple juif vivant essentiellement en Europe et sur la rive sud de la Méditerranée, eh bien, ce que des Européens, depuis la Révolution française, ont revendiqué pour eux-mêmes, d'abord nous Français, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la souveraineté nationale, et qui a animé l'Europe avec les Allemands qui ont milité pour l'unité allemande, les Italiens qui ont milité pour l'unité italienne, bref. Et ces Juifs, vivant en Europe, se considérant comme une nation et pas simplement comme une religion, eh bien, vont avoir, comme les autres peuples, la volonté de créer une installation dans un territoire. Un territoire donné qui est bien précisément l'ex-Palestine devenue Israël en 1948. Mais pour revenir à la cohabitation des populations... et ce point est très important, parce que l'idée du sionisme va amener des modifications démographiques dès la fin du XIXe siècle. On a, dans cette petite population résiduelle juive, l'arrivée d'un certain nombre de juifs européens, notamment des juifs qui vont fuir la politique antisémite menée par les tsars. Et violente. Très violente, et qui vont s'installer avec là un sionisme plutôt inspiré du socialisme. Ça va donner naissance au mouvement du kibbutz dès les débuts du XXe siècle. Et des gens qui vont là acquérir des terres sur le marché foncier à des musulmans ou à des arabes, ou bref... À titre de particulier, finalement. À titre de particulier, de façon... en passant vraiment devant le notaire, et en achetant comme cela des terres à différents endroits. Est-ce qu'on peut quantifier en quelques décennies, si on prend l'année de référence 1900 à 1930-40, ça représente quoi? À peu près, vous avez une augmentation démographique juive d'à peu près 150 000 personnes sur les 30 premières années du siècle. Donc, mais qui est conséquente, mais qui n'est pas, il reste minoritaire sur le territoire, et qui correspond aussi à un moment où, dans tout le monde méditerranéen, c'est la transition démographique. Donc on a une augmentation démographique partout de la population, et vous avez une augmentation de la population non juive dans les territoires de Palestine, avec un système migratoire important, système migratoire d'individus qui viennent des territoires d'Irak, des réfugiés arméniens qui vont arriver fuyant les massacres turcs ou de l'Empire ottoman contre les Arméniens après 1915. Bref, on a un endroit multicommunautaire, où il y a des tensions néanmoins qui peuvent exister autour de la question foncière, et puis autour de l'émergence, avant même 1914, de la question nationale et d'une question nationale arabe. Alors justement, comment s'est passée cette apparition de la question nationale? On le voit ailleurs, dans d'autres zones, en particulier en Europe, avec d'ailleurs les conflits liés à cette émergence du nationalisme qui accompagne dans ses versions les plus extrêmes et qui précèdent les guerres. Mais dans cette région qu'on appelait la Palestine, quels étaient les facteurs d'apparition des nations arabes dans la région? Il y a une première chose extrêmement importante, c'est comment être un État ottoman d'abord, ou un État arabe, face à la question de la modernité.
Or, l'Empire ottoman avant 1914 est un empire qui est en train d'être grignoté par tous ses voisins, les Russes, les Britanniques, les Français, les Allemands, tout le monde en veut un petit bout. Et du même coup, les intellectuels et les gouvernants de cet État se posent la question de savoir comment on peut adapter cela. Et vous allez avoir différents types de réponses. Il y a un premier type de réponse qui va être une réponse des intellectuels, notamment des intellectuels chrétiens qui vivent à Beyrouth, qui vivent au Caire, et qui vont là réfléchir à la question nationale arabe. Est-ce qu'il est de la possibilité de monter une nation arabe? Vous imaginez bien que les Turcs de l'Empire ottoman regardent ça avec méfiance, dédain, etc. Bon, c'est à Paris où vous avez le premier congrès national arabe, à quelques pas de l'Assemblée nationale, à l'Institut de géographie qui existe encore aujourd'hui. Qui regroupait ces dirigeants chrétiens. Il y a un congrès avec des chrétiens, mais également des musulmans, etc. Et congrès là qui va affirmer le droit à avoir des États arabes dans la région. Et dans ce congrès, il y a une première condamnation du sionisme. Donc c'est un point qui va fixer aussi idéologiquement la concurrence de deux revendications sur un territoire. Et puis vous avez à côté de cela, donc première solution, vous voyez, à la modernité, c'est la question nationale. Et puis de l'autre côté, une autre réponse, ça va être la modernisation de l'islam, et ça va être les premiers courants, en réalité, qui vont donner naissance dans cette filiation-là, en 1928, à la création des frères musulmans, c'est-à-dire revenir à une identité originelle, de la pureté de la pratique. Prétendue pure. Prétendue pure. On est dans une construction idéologique, bien évidemment, mais c'est une autre forme de réponse, et là, nuant le côté arabe ou pan-arabe, et préférant, bien évidemment, le côté islamisme, qui pourra être réutilisé après 1923, lorsque l'Empire ottoman est tombé, et que du même coup, il n'y a plus de commandeur des croyants. Donc vous voyez, on est dans un moment, là, d'une trentaine d'années, où il y a à la fois côté juif, toute une série de questions sur l'identité juive et l'identité nationale, et en face, pour des habitants qui soient arabes ou non arabes, eh bien, des interrogations sur c'est quoi notre avenir face à la modernisation et surtout à la domination de cette zone par les pays occidentaux et puis l'Empire ottoman précédent, et donc la nouvelle imagerie de la modernité apparaît la nation en tant que telle. Alors comment s'est passée concrètement la fin de cet empire ottoman qui a fini par s'émietter plutôt, et puis la construction d'une présence européenne, en l'occurrence britannique, dans cette région dite Palestine? Alors britannique et française en réalité. Française avec le Liban et la Syrie. Exactement. Donc pendant la Première Guerre mondiale, une des recherches de la part des Britanniques qui cherchent avant tout à protéger le canal de Suez, qui est cet axe essentiel pour venir depuis l'Empire des Indes vers Londres. Déjà l'axe du commerce était stratégique. Il est essentiel, c'est le cœur. Du coup, la région de Jérusalem est un petit peu moins périphérique pour les Anglais, mais ce n'est qu'un glacis en réalité de protection par rapport au canal de Suez. Ces Britanniques, eh bien, leur ennemi, ce sont les Allemands, bien sûr, et le deuxième ennemi, les alliés des Allemands, l'Empire ottoman. Donc, tout ce qui peut devenir les ennemis de l'Empire ottoman vont devenir des amis des Anglais. Et les Anglais vont faire des promesses dans tous les sens, entre 14 et 18. Donc, ils vont promettre à un certain nombre de Juifs de créer peut-être quelque chose. Ça sera la fameuse déclaration Balfour de 1917, le droit à une entité territoriale. On ne parle pas d'État, mais à une entité territoriale et du coup une reconnaissance de la demande juive du sionisme. Alors ça c'est important comme date, 1917, premier acte, reconnaissance d'une entité territoriale juive. Absolument. Et puis, dans le même temps, c'est des négociations faites avec la famille qui dirige, contrôle la Mecque, c'est la famille Hussein, et c'est des accords qui sont passés, donc là on discute avec des Arabes et avec des musulmans, et c'est une promesse en fait d'un État arabe après-guerre, donc c'est les accords Hussein-McMahon qui ont lieu en 16, mais on parle bien évidemment pas de territoire, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Donc
l'impérialisme britannique va là concrétiser par des doubles promesses des moyens d'affaiblir son ennemi qui est l'Empire ottoman, mais en 1918, il faut quand même gérer la situation. Oui, ce qui n'était pas totalement évident. Voilà. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, qui est comment on se partage le territoire, est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on met des frontières, est-ce qu'on met... Bon. Et vous allez avoir une politique anglaise qui va être une politique évolutive, avec en Angleterre des tensions importantes entre les bureaux de Londres, les bureaux du Caire, les bureaux égyptiens, et chacun va jouer sa partition. Une sorte de pragmatisme britannique, de progressisme, enfin avec une volonté de conquérir quelque part ce territoire qui était aux Ottomans. Voilà, mais un territoire qui n'a aucun intérêt économique. Hein. On est dans une zone qui est secondaire, c'est un glacis pour la protection du canal de Suez. Voilà, le reste... bon. D'accord. Et donc, comment s'est passée la gouvernance britannique et française pour le Liban et la Syrie? Alors, ça débouche en fait sur une série de conférences, dont la conférence de San Remo, ce qu'on appelle les partages mandataires des territoires. De 1920, je crois. 1920, et qui sont confiés à la Société des Nations, embryon de discours international et de pratiques internationales, avec la France qui récupère une partie du territoire, la Syrie, le Liban, qu'elle va diviser en fait en 5 États soumis, divisés pour régner, c'est le principe habituel, et de l'autre côté, les Britanniques qui vont récupérer des territoires qui correspondent aujourd'hui à l'Irak, la Jordanie et la Palestine, Israël à advenir après 1948. La part du lion, on peut dire. La part du lion, et surtout géographiquement. Et Jérusalem, avec la symbolique qui va avec autour de Jérusalem. Et du même coup, cette installation sur le territoire va conduire à des hésitations de la part des Britanniques. C'est-à-dire que de 1920 à 1929, les Britanniques vont appliquer la déclaration Balfour et favoriser une migration juive européenne venant essentiellement d'Europe de l'Est pour une installation sur les territoires, toujours sous forme d'achat, là, sur le marché des terres. Il n'y a pas d'expropriation. Exactement. Donc jusqu'en 1929, on a ce genre de choses. Et en 1929, il y a une vraie crise qui éclate autour du partage de l'espace de Jérusalem. En effet, à Jérusalem, si les fêtes juives sont tolérées au pied du mur, eh bien, ces fêtes juives, traditionnellement, doivent être des fêtes plutôt silencieuses. Et en 1929, vous avez une fête où l'un des rabbins va s'emparer d'un chauffard, va souffler dedans, et ça va créer des émeutes à l'intérieur de la ville. C'est les premiers heurts et qui vont enflammer le territoire, y compris la zone du tombeau des patriarches, hein, où vous allez aussi avoir là des phénomènes de massacre de populations juives qui sont installées et qui vont être massacrées au nom du respect de la tradition la musulmane. Donc on rentre, vous voyez, très vite dans des confrontations où l'expression religieuse est considérée comme une déclaration de guerre, quelque part. À proprement parler. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, qu'à Hébron, au tombeau des patriarches, vit encore dans les années 20-30 une application juridique qui est l'interdiction pour les Juifs de monter les 7 premières marches montant au tombeau des patriarches. Donc, qui a été égrené par Saladin au XIIIe siècle, mais dans les fêtes, et puis à la 7e marche, vous avez un panneau disant qu'au-delà, vous risquez votre vie. Ça ne sera aboli qu'en 1967. Donc, ce qui est incroyable d'ailleurs quand on... C'est incroyable. Mais il y a cet élément-là, bien évidemment, qui est présent. Il se rejoue derrière, il y a des imaginaires autour des croisades, autour de Saladin, etc., qui échappent totalement aux Occidentaux, qui échappent totalement aux Anglais, parce que c'est un autre univers. Et donc les Anglais font quoi à ce moment-là? Alors les Anglais, en 1929, vont commencer d'être quelque peu inquiets, d'autant qu'il va y avoir d'autres mouvements de réaction contre la présence juive, et ça débouche en fait en 1936-37 sur la Grande Révolte arabe qui voit là un mouvement non pas religieux mais un mouvement nationaliste arabe se manifester et réclamer une diminution de la présence anglaise et le respect des promesses de 1916 faites à Hussein. Et du même coup, la révolte arabe de 36-37
qui va être écrasé par les Britanniques qui ramènent des troupes en nombre depuis l'Irak et depuis le Caire, va amener les Britanniques à changer leur position par rapport aux Juifs. Et c'est les fameux livres blancs britanniques, il y en a 3 qui vont se succéder, et le dernier qui va interdire l'immigration juive, on est en 1938, sur les territoires de Palestine. Cette interdiction de l'immigration juive, elle se passe en plein moment où en Europe, vous avez les mesures hitlériennes qui sont en cours. Le territoire palestinien autour de Jérusalem ne peut pas être un refuge, et la politique anglaise va être appliquée jusqu'en 1947. Ce qui vous explique aussi les animosités un petit peu fortes entre le mouvement sioniste présent sur le territoire et de l'autre côté les autorités britanniques. Et donc, si on comprend bien, on cédait à des revendications d'ultranationalistes arabes avec un certain zèle, manifestement ou... On est dans un rapport de force, et dans un rapport de force où les Britanniques essayent de gérer le territoire à l'économie. Donc il faut limiter dépenser le moins d'énergie possible, le moins en termes de d'énergie, sécurité, le moindre de troupes possible, etc., etc. Donc vous voyez, en 1939, on est dans une situation qui est compliquée, on est dans une situation de tension, on est dans une situation où comment sortir un petit peu de cela, et c'est en réalité l'après-guerre, c'est 1947 qui avec va évidemment déterminer cela. La tragédie de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah qui a fait basculer quelque part l'histoire de cette région, avec cette volonté de beaucoup de Juifs d'Europe, évidemment très compréhensible, de fuir les persécutions définitivement qui étaient pour eux associées au continent européen et d'aller dans la terre dite promise, et qui a peut-être bouleversé la donne du point de vue britannique aussi. C'est un moment tout à fait passionnant parce que derrière il y a des reconstructions idéologiques, et vous avez bien évidemment la mythologie de ce bateau quittant la France, Exodus, qui est une superbe opération de communication du mouvement sioniste. Mais qui ne peut pas réduire l'histoire à son existence. Alors, en fait, en 1945, la situation pour les Juifs vivant dans la zone est compliquée parce que vous avez des Anglais qui appliquent toujours la politique de livre blanc, donc pas d'émigration. Donc vous avez une immigration clandestine de Juifs qui arrivent dans la région, et jusqu'à aujourd'hui... Même après 1945, il y avait le maintien des mesures d'avant la guerre. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous allez à Haïfa, il y a un musée d'immigration clandestine. Israël est le seul pays à avoir un musée d'immigration clandestine. Donc c'est quand même en souvenir de cette période 46-47. Et cette situation se fait dans des moments de tension extrêmement importants, des militants sionistes qui prennent les armes contre les Anglais, et c'est le fameux attentat du King Hotel à Jérusalem, où l'état-major britannique saute, avec un groupe extrémiste sioniste qui est présent, des sionistes révisionnistes, donc proches du courant de Jabotinsky, donc le plus ultra des courants du sionisme. Et puis, à côté, vous avez des nationalistes arabes qui sont complètement déconsidérés. Parce qu'en 1940, l'un de leurs leaders, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a été chercher des alliés, et des alliés contre les Anglais. Le meilleur allié à ses yeux contre les Anglais, c'est bien évidemment l'Allemagne nazie. Et en 1941, 1942, eh bien, vous avez là des leaders venant de Jérusalem qui vont aller se promener dans les camps de prisonniers où il y a des soldats sous uniforme britanniques qui ont été faits prisonniers par les Allemands, notamment dans les campagnes de Rommel, dans toute la zone Tunisie notamment. Et ils vont aller chercher ces hommes pour leur demander de prendre l'uniforme de la Wehrmacht et de s'engager dans les troupes allemandes. Bon, c'est là que la convergence entre le nationalisme arabe, ou un certain nationalisme arabe, et l'hitlérisme s'est produite. Exactement. Contre les Occidentaux, enfin ce qu'on appelle les Occidentaux, les démocraties voilà. Et du même coup, le nationalisme arabe en 1945, il est totalement assimilé en réalité à ces mauvais choix politiques d'un rapprochement auprès de l'Allemagne nazie. Donc l'Angleterre, là, la Grande-Bretagne dans la zone, bon, elle est à peu près tranquille, mais ça va laisser la place aux frères musulmans qui, en 46,
46-47 s'installent à Jérusalem et vont commencer à faire un boulot qu'on reverra dans les années 70, sous un mouvement qui prendra le nom de Hamas dans les années 80. Donc, quand on est en 47, on est dans cette situation et du même coup, la fin de la Société des Nations, l'émergence de l'ONU amène dans l'agenda politique international, eh bien, la question de la décolonisation qui frappe l'Angleterre, qui frappe la France et du même coup qui frappe aussi l'avenir des territoires qu'avaient obtenus la France et l'Angleterre en 1920. Donc la France va devoir abandonner le Liban et la Syrie de façon piteuse et les Britanniques vont devoir tenter de négocier cela. Ça se produit le 30 novembre 1947 avec un plan de partage de la Palestine mandataire. Plan de partage de la Palestine mandataire qui prévoit l'internationalisation de Jérusalem, des lieux saints. C'est un truc courant dans cette période. Tanger est une ville internationale, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Et puis un partage territorial du territoire. Peut-être plus compliqué. Et là, c'est très compliqué, avec un État arabe en discontinuité territoriale, donc deux parties, et un État israélien qui lui aussi aurait une forme de discontinuité géographique. Donc ça ne donne satisfaction en réalité à personne, et puis surtout ça suppose des transferts de population. Et de cette situation-là, eh bien, les Anglais sont dans leur fortin à partir du 30 novembre 1947, sont spectateurs de ce qui est en train de se passer, et ils annoncent qu'ils vont partir le 15 mai 1948. Qu'est-ce qu'il va se passer entre le 1er décembre 1947 et le 15 mai 1948? Des Anglais qui sont retirés, spectateurs. Ouais. Et, il peut se passer beaucoup de choses. Et on rentre dans une phase de guerre civile qui va opposer d'un côté des populations arabes, des populations juives de l'autre, et c'est là une vraie guerre civile sur le territoire qui s'opère, avec une poudrière, on peut dire. Oh, oui, c'est une vraie poudrière. Et quand vous vous retrouvez dans des zones de guerre comme cela, eh bien, il y a des échanges de population, il y a des massacres de population qui ont lieu des deux côtés. On peut faire la liste des martyrs, l'inventaire, voilà. Des deux côtés, des populations civiles sont massacrées par des groupes paramilitaires, non encore véritablement constitués. Et vous êtes dans une situation où pendant 7 mois, c'est véritablement des jeux de massacre contre massacre, etc. Qui vont se conclure comme... Alors qui ne vont pas se conclure en réalité. Ça peut être même le début de quelque chose de terrible en termes de confrontation, mais néanmoins en 1948, que se passe-t-il pour qu'à un moment donné, un État soit proclamé ? Le 15 mai 1948, c'est la proclamation de l'État d'Israël, les Anglais se retirent et vous avez... là, la naissance d'un nouvel État. Naissance d'un nouvel État, et du même coup, le conflit, qui était un conflit régional, limité à la Palestine, va devenir un conflit international, car les voisins arabes ont refusé le partage de l'ONU avec un État arabe et un État juif. Aucun des voisins, qu'il soit libanais, qu'il soit syrien, qu'il soit jordanien, qu'il soit égyptien, ne veulent avoir un État arabe. Ils ne veulent pas d'État arabe en Palestine. Chacun veut récupérer un petit bout. Les uns, c'est le Golan et éventuellement descendre vers le lac de Tibériade. Les autres, c'est récupérer quand même le port d'Acre, qui est pas mal. Les autres, c'est mettre la main sur les territoires du Sud. Bref, éviter d'avoir un État qui soit un État arabe supplémentaire dans le territoire. Ce qui a été oublié par beaucoup après. Oui, alors que c'est fondamental dans la compréhension de ce qui s'est passé ou ce qui se n'est pas passé en l'occurrence. Exactement. Et les populations arabes qui vivent sur place, palestiniennes, ils vont le baptiser par la suite du terme de Nakba, la catastrophe en arabe. C'est le moment des transferts de population qui vont naître et le phénomène des réfugiés qui vont naître à ce moment-là. Donc il y a près de 800 000 personnes qui sont bougées entre 1947 et la fin du conflit en 1949, du conflit international, avec là des changements absolument fondamentaux qui vont avoir des impacts bien évidemment sur la notion des réfugiés palestiniens. Du même côté,
pour les Israéliens, c'est la nécessité d'inventer un pays avec pas grand-chose, dans une situation de guerre, et à ce moment-là, les meilleurs alliés, eh bien, c'est les pays de l'Est, c'est la Tchécoslovaquie notamment, avant que les Occidentaux n'acceptent véritablement ce fait accompli. Les Anglais sont très réticents, vous l'imaginez bien, que de voir un État juif dont les membres n'ont pas hésité à commettre des actions terroristes contre les Britanniques. Donc on est sur un jeu, vous voyez, où alors que démarre la guerre froide, de tensions réelles en 1948-1949, et en 1949, en réalité, avec les voisins, il n'y a qu'un cessez-le-feu qui est provisoire, comme nous le verrons en tout cas. Merci de ces rappels des fondamentaux qui sont très importants à avoir en tête pour comprendre y compris l'actualité. Et nous poursuivons le récit de ces épisodes contrastés, mais avec la permanence des confrontations et des périodes de paix. Merci beaucoup.